Voilà, bonsoir à tous. Alors je me présente Michel Mouchbalani, je suis au bureau politique du Parti chrétien-démocrate du Rhône. Voilà, donc j'ai le plaisir ce soir d'animer cette conférence. Donc quelques mots pour vous accueillir donc, à l'Escale lyonnaise. Merci de vous être rapprochés, on attend du monde. Voilà, je pensais qu'on serait plus nombreux, c'est un peu ma déception ce soir, mais je pense que les personnes vont arriver. Donc merci d'être présents. Merci aux élus, j'en ai repéré quelques-uns, Madame Catherine Louis, déjà, qui est conseillère, Bénédicte Louis, pardon, qui est conseillère d'arrondissement, pardon, qui doit nous rejoindre ce soir aussi, Madame Dominique Nachery, effectivement, qui nous a dit qu'elle viendrait. Agnès Gardon-Chemin, conseillère métropolitaine, qui va arriver également. Et puis Marc Dubier, qui est conseiller municipal à Bron, qui doit nous rejoindre. Donc merci à vous, merci aux élus. Et puis surtout, merci à Patrick Louis, donc là j'ai pas fait d'erreur sur le prénom, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous présenter donc, le thème qui vous avait été envoyé, donc la France entre souveraineté nationale et nouvel ordre mondial. Alors, Monsieur Patrick Louis, je pense que vous êtes triplement légitime donc, pour nous parler ce soir. Moi j'avais noté trois points qui faisaient votre légitimité, c'est que alors, vous êtes déjà un universitaire, voilà, de formation, agrégé de géopolitique et d'économie. Et non seulement vous avez été agrégé, mais vous continuez d'avoir une tradition universitaire, vous animez des réseaux, vous animez le site géopolitique Géolinks, là vous en êtes le président, et vous l'animez avec beaucoup d'étudiants. Et puis, vous continuez d'être actif dans des conférences et vous êtes invité par des universités internationales, et ça, je trouve, ça donne vraiment du poids par rapport à ce sujet. Alors, j'ai noté que vous alliez souvent aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Donc universitaire, vous êtes bien évidemment un élu, donc ça a tout son poids, et vous avez été élu dans des instances internationales avec votre mandat de député européen entre 2004 et 2009. Et à ce titre-là, vous avez été membre de différentes commissions et de délégations qui vous donnent aussi une vision particulière. Et dernier point qui a fait que nous vous avons retenu ce soir pour animer ce sujet, c'est que vous avez des convictions, vous êtes une personnalité qui a des convictions quant à notre souveraineté nationale, puisque vous êtes, comme vous le savez, délégué général du Mouvement pour la France. Voilà. Alors, ces convictions, nous, au Parti chrétien-démocrate, on les partage, bien évidemment. On pense que la souveraineté nationale sera un enjeu majeur au sein d'une Europe qui sera recentrée sur ses missions. Je vous donne deux exemples pour illustrer l'engagement du PCD et les valeurs du PCD. Le premier, c'était sur... je crois que Jean-Frédéric, pour ceux qui étaient là un peu en avance, vous avez vu comment Jean-Frédéric Poisson, notre président, s'est engagé justement par rapport à... il y avait deux choses, effectivement. Il a parlé du TAFTA, le fameux traité atlantique. Donc c'est un traité qui a pour sujet donc, le commerce et l'investissement. C'est un traité qui concerne notre avenir, qui concerne l'avenir des Français, puisqu'il doit gérer les relations commerciales entre l'Europe et puis l'Amérique du Nord. Donc ça va toucher à beaucoup de sujets comme effectivement les médicaments, l'alimentation, nos fameuses AOC. Voilà, on aime bien nos terroirs, donc les appellations d'origine contrôlée, comment elles vont pouvoir rentrer sur le territoire américain par exemple. Voilà, et donc Jean-Frédéric nous disait tout à l'heure que ce fameux traité, sans aller sur le fond déjà, mais simplement sur la forme, on se rend compte qu'il est déposé dans des bureaux de l'administration. Il vous a expliqué comment effectivement, pour pouvoir simplement le consulter, c'était très très compliqué. Le traité est en anglais, il n'est pas traduit dans les langues européennes, notamment en français. Et en plus, en arrivant, un fonctionnaire lui a expliqué qu'effectivement, qu'il fallait qu'il dépose son deuxième cerveau, qu'il dépose son smartphone, et qu'au cas où il faisait sortir des informations sur ce traité, voilà, en tant que parlementaire, il pouvait être pénalement responsable. Donc c'est vrai que ça l'a un petit peu chauffé, et je le comprends. Donc avant de rentrer sur le fond sur ce traité, effectivement, il y a déjà une opacité. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel on est sensible. Et l'autre exemple, pour vous illustrer l'engagement du PCD, c'est sur ces valeurs de souveraineté nationale. Jean-Frédéric a déposé un amendement récemment pour dégager la France de la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que Jean-Frédéric Poisson a été, suite à l'état d'urgence, rapporteur pour le Parlement pour évaluer justement les conséquences de cet état d'urgence. Et voilà. Et à ce titre-là, il s'est rendu compte que pour que la France puisse passer sur un état d'urgence,
il fallait demander effectivement à cette Cour européenne des droits de l'homme une dérogation. Voilà, ce qui met quand même très à mal notre souveraineté. Donc voilà un sujet effectivement que le PCD a pris à bras le corps. Voilà, alors ces sujets seront un enjeu de la primaire, et ça me permet d'introduire effectivement Olivier Pirin, voilà, qui est notre délégué général pour le PCD du Rhône, qui aimerait nous dire un mot sur ce qui va se passer pour cette primaire de droite et du centre. Et après, donc, pour le déroulé de la soirée, donc on va commencer assez vite la conférence de Patrick Louis, pendant une petite heure à peu près, et après on laissera largement la place à des questions pour essayer de finir vers 21h30. Voilà, et après il y aura un petit apéritif qui vous sera offert. Voilà, merci à vous. Alors, bonjour à tous. Avant tout, merci Michel. Nous avons au PCD de nouvelles recrues, des personnes de talent qui nous rejoignent. Et voilà, Michel est l'un d'entre eux qui s'engage, qui s'investit davantage, notamment sur la deuxième circonscription, donc la Presqu'île. Voilà, donc merci à lui, c'est prometteur pour notre parti et pour les idées qu'on défend. Je voulais profiter de l'occasion, sans trop prendre de temps de parole, à Patrick. Je ne doute pas que son propos sera très très intéressant. Je vais donc faire rapidement. Je voulais quand même profiter de l'occasion qu'on soit réunis pour vous parler de la primaire, puisque c'est une échéance qui arrive, qui est très importante pour notre parti, puisque nous avons un président, Jean-Frédéric Poisson, qui s'est porté candidat. Vous avez peut-être suivi que la semaine dernière, sa candidature a été officiellement validée par le bureau politique des Républicains. Donc à ce jour, c'est le premier et le seul candidat à la primaire qui est donc sûr d'être sur les listes, sur la ligne de départ le 20 novembre. Il y a une bonne douzaine de candidatures du côté des Républicains. Il y a fort à parier que la majorité d'entre elles n'arrivera pas à remplir, on va dire, les conditions pour pouvoir être candidat le 20 novembre. Alors, je voulais vous expliquer, sans trop m'attarder sur le fond, puisque Jean-Frédéric a donc fait une conférence de presse il y a une semaine. Il a annoncé que il a annoncé en fait qu'il présenterait son projet dans les jours, semaines qui arrivent. Donc je ne vais pas trop m'attacher sur le fond, je voudrais surtout vous parler de notre ambition dans le cadre de cette primaire. Notre objectif numéro 1, c'est d'obtenir une influence sur la droite pour les années qui viennent. Jean-Frédéric fait le constat que 2017 sera certainement la dernière opportunité pour la France de se réformer dans une certaine paix sociale, on va dire, même si c'est déjà tout relatif. Nous pensons que par exemple, notre pays ne passerait pas forcément très bien si François Hollande ou un responsable de la gauche avait le bonheur ou le malheur d'être réélu en 2017. Nous pensons que notre pays est affaibli, fracturé, avec des éléments sur lesquels les Français n'ont pas forcément prise. Je pense à la crise économique, à la crise des migrants, à une école à la dérive, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui font que nous ne sommes pas tout à fait dans une situation sereine, et on sent bien que nous sommes dans une situation finalement pré-chaotique. Donc l'échéance de 2017 est importante. Contrairement à d'autres personnes qui sont déclarées candidates, Jean-Frédéric ne souhaite pas faire un catalogue de réformes ou de propositions. Il veut avant tout proposer aux Français une vision pour la France. Donc cette vision, qui est donc la base de son projet, les deux piliers sur lesquels il veut s'appuyer, s'énonce ainsi: refaire de notre nation une seule communauté solidaire, redonner à la France un État centré sur ses missions essentielles. Donc ces deux orientations, à savoir une nation qui rassemble et un État qui protège, vont être les fils conducteurs de sa campagne. Nous avons la conviction que c'est ce qu'il faut en 2017 pour que la France puisse enfin se reprendre en main et reprendre son destin en main. Donc on voit le lien directement avec l'aspect de souveraineté. Du coup, comme je vous le dis, l'échéance de 2017 est très importante. À droite, il se trouve qu'avant 2017, il y a une autre échéance qui s'appelle la primaire. Et la ligne politique qui sera tenue par le candidat de la droite va forcément découler des résultats de la primaire qui auront lieu le 20 novembre. Donc 2017, pour ceux qui se retrouvent à droite, se joue en fait déjà lors de la primaire. Et nous voyons deux options pour défendre nos idées. La première, c'est gagner la primaire. J'ai l'intime conviction que si Jean-Frédéric gagne la primaire, je n'aurai pas trop de soucis à me faire pour les idées qu'on défend. Elles seront bien défendues avec quelqu'un de costaud et de solide.
La deuxième option, c'est de faire un score important. Alors, vous voyez que j'ai mis le mot important entre guillemets, parce que je suis incapable de le définir. L'objectif, c'est d'être en mesure de négocier avec le ou la candidate qui remportera la primaire. Encore une fois, si Jean-Frédéric n'est pas le vainqueur de la primaire. Et à travers ça, en fonction du score que Jean-Frédéric fera, il sera en mesure de négocier certains points dans le projet présidentiel de 2017, et également, idéalement, si son score est important, encore une fois, d'obtenir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire qui serait par exemple PCD et apparenté, et qui permettrait d'avoir un socle de députés qui, pendant toute la durée du mandat, pourrait pousser nos idées. Donc vous voyez bien que notre ambition, elle ne s'arrête pas le 20 novembre, au soir du premier tour de la primaire. On a comme ligne de mire les présidentielles et les législatives qui vont suivre pour donner du poids à nos idées. L'idée, c'est en fait de se servir de cette primaire pour qu'on ait en fait un point d'appui pour ensuite peser sur la ligne politique de la droite. Alors, ça a l'air très ambitieux comme ça. Quand on y réfléchit avec Jean-Frédéric, on est convaincu qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En clair, c'est possible. Comme je vous le disais en introduction, on vit une situation qui est un petit peu paradoxale, un peu chaotique. Et on se rend compte que dans les différents scrutins qui se sont écoulés dernièrement, les personnes qui sont arrivées en tête, qui ont fait des scores significatifs, n'étaient pas forcément celles qui étaient le chouchou des sondeurs. Par exemple, au Canada, vous avez entendu certainement parler de la victoire du représentant du Parti libéral, Justin Trudeau, un jeune de 40 ans à peu près. C'était pas du tout le favori des sondages. Lors de la primaire en cours des Républicains aux États-Unis, se détache un candidat qui s'appelle Donald Trump, que tout le monde prenait pour un clown il y a encore 6 mois, qui, sans juger le fond, je ne me permets pas, mais je veux juste faire passer le message que ce candidat-là, dont tout le monde riait il y a 6 mois, a de très grandes chances d'être le candidat investi par les partis républicains aux États-Unis, et donc, pour faire simple, une chance sur 2 d'être le prochain président des États-Unis. Plus près de nous, en Grèce et en Espagne, on a des mouvements protestataires, Podemos, Syriza, qui sont sortis de nulle part, qui ont pris le pouvoir ou qui aujourd'hui sont incontournables. Et là encore, c'était des partis ou des mouvements que personne n'a vu venir. Plus proche de nous géographiquement, un petit flashback sur la primaire socialiste de 2012. Alors je me suis amusé à regarder cette nuit, en finissant de préparer mes slides, les sondages quelques mois avant la primaire de 2011 pour le Parti socialiste. Et je me rappelais que j'avais entendu dire que François Hollande était monsieur 3%. Et bien François Hollande, 11 mois avant la primaire de la gauche, était crédité dans les sondages de 3%. 11 mois plus tard, alors il a eu un coup de chance ou pas, je ne me permets pas de juger ce qui s'est passé, l'affaire DSK et compagnie. Le résultat, c'est qu'au premier tour, il fait 39%, il gagne la primaire et dans la foulée, il est président de la République. Encore une fois, pour quelqu'un qui était crédité de 3% dans les sondages 11 mois avant le scrutin, c'est une performance qui est pas mal. Quand on regarde les autres résultats, Manuel Valls qui a fait un peu plus de 5%, 140 000 voix, Ségolène Royal qui a fait un peu moins de 7%, 180 000 voix, sont aujourd'hui des personnes qui sont des poids lourds du gouvernement, en l'occurrence Premier ministre, et c'est des gens qui clairement pèsent sur la ligne politique de la gauche aujourd'hui. Et vous voyez, ils n'ont pas fait 50% plus une voix, ils n'ont pas gagné la primaire, et pour autant ils ont été en mesure d'imposer leurs idées. À titre de comparaison, Christine Boutin avait lancé une campagne pour les élections européennes avec des listes qui s'appellent Force Vie, qui était officiellement indépendante du PCD. Il fallait vraiment être très motivé pour voter Force Vie, parce que dans certaines régions, il n'y avait même pas de bulletin de vote, il n'y avait pas de profession de foi qui ont été envoyées, etc. Et au niveau national, il y a plus de 140 000 personnes qui ont voté Force Vie. Donc ne serait-ce que déjà, si ces personnes-là se mobilisent, et j'ose croire que si elles ont voté Force Vie, elles avaient la foi, parce que vraiment il fallait l'avoir, voilà. Déjà on a un socle qui est intéressant. Dernier élément de comparaison, Jean-Michel Bailey, qui est le président du Parti radical de gauche, qui fait un score de 0,6%. Aujourd'hui il est ministre, il a 3 ministres dans le gouvernement et un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Voilà. J'ose espérer que Jean-Frédéric fera entre 10 et 100 fois plus. J'espère qu'il aura 10 et 100 fois plus de ministres et de députés à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas m'attarder sur Jean-Frédéric Poisson. Comme je vous ai dit, en termes de projet, il va le présenter prochainement.
Il y a quelques vidéos qui tournaient avant pour ceux qui ont pu arriver avant. Vous avez sur vos places des documents, n'hésitez pas à les prendre, à les lire. Les vidéos seront rediffusées après notre conférence. Je voulais juste insister sur 3 points, des éléments sur lesquels on n'attend pas forcément Jean-Frédéric. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, il est docteur en philosophie. C'est quelqu'un qui est vraiment costaud au niveau des idées. Pas qu'au niveau des idées, justement, parce qu'il est pilier gauche du 15 parlementaire. Ça, c'est au niveau carrure, on va dire. Mais donc, d'un point de vue intellectuel, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré, qui est dans le concret, et qui sait où il va. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, d'intéressant. Il est également, il a été chef d'entreprise. Alors quand on dit comme ça, on se dit bah, il n'y a rien de particulier, d'exceptionnel. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a 11 députés sur 577 qui ont été chefs d'entreprise. Quand on voit la situation de notre pays, le chômage, etc., de connaître ce monde-là, c'est forcément un plus. Jean-Frédéric fait partie de ces 11 parlementaires, députés qui ont été chefs d'entreprise. Et le dernier point, voilà, on va parler de TAFTA, Cour européenne des droits de l'homme, Michel en a déjà parlé un petit peu. J'ai beaucoup d'amis qui sont très déçus du quinquennat de Nicolas Sarkozy, notamment quant à la question du traité de Lisbonne. Alors vous vous rappelez tous le référendum en 2005, la France qui vote majoritairement non, et 3 ans plus tard, le traité de Lisbonne qui passe à l'Assemblée nationale, qui est voté par quasiment tous les députés, notamment par tous ceux qui aujourd'hui sont candidats à la primaire de la droite. Il y en a quelques-uns qui se sont opposés, notamment Philippe Meunier. Donc je remercie sa femme de sa présence pour info. Merci. Et voilà, puis je le remercie pour ses convictions et son combat aussi. Donc Philippe Meunier et Jean-Frédéric Poisson notamment qui n'ont pas ratifié ce traité-là. Donc voilà, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel notre candidat a des points à faire savoir. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur voilà, tout ce qui est sujet de société, etc. Vous savez qu'il a été impliqué. Voilà, vous avez peut-être vu certaines vidéos, interviews où voilà, un journaliste, le Titi, sur les questions d'avortement, etc. Je trouve que, voilà, comme à son habitude, Jean-Frédéric répond de manière posée, calme, pour autant déterminée, il dit les choses, mais toujours dans le respect. Et voilà. Donc c'est intéressant pour la suite, d'avoir quelqu'un qui peut affirmer certains points comme ça. Très rapidement sur la primaire, c'est une primaire qui est ouverte. La définition qui est donnée d'une primaire ouverte, c'est que tous les Français peuvent voter, il suffit juste d'être inscrit sur les listes électorales. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte dans un parti. Donc voilà, je ne doute pas qu'ici vous allez tous adhérer au Parti chrétien-démocrate ce soir, donc ça sera autre chose, mais pour des voisins qui ne sont pas forcément convaincus, ou qui ne sont pas adhérents, n'hésitez pas à leur dire, c'est ouvert à tout le monde, et ça aura lieu le 20 premier tour et 27 novembre 2016 pour le deuxième tour. Pour voter, ça sera un scrutin papier, donc il faudra se déplacer dans des bureaux de vote, comme pour les élections locales ou nationales. Il y aura à peu près 10 000 bureaux de vote dans toute la France, donc la liste sera fournie en temps et en heure par les Républicains. Voilà, donc scrutin papier, ça ne sera pas par internet. Le dernier point qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de procuration. Les Républicains veulent limiter le risque de fraude au maximum, donc aucune procuration. Donc il faudra se déplacer en personne et donc notez dès maintenant dans vos agendas la date du 20 novembre. Avant de passer au slide d'après, vous voyez bien qu'on a de très grandes ambitions. À titre personnel, j'ai un petit souci, c'est que mes journées ne font que 24 heures. J'ai demandé à Jean-Frédéric, en termes de performance, il ne fait pas beaucoup mieux. Et nous avons comme ambition de toucher énormément de personnes d'ici le 20 novembre. Donc on se démène comme des beaux diables. Cela dit, on va avoir besoin de vous. Et le slide d'après, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on attend de vous. Donc concrètement, on attend que le 20 novembre, vous vous déplaciez massivement pour voter pour Jean-Frédéric. Je ne l'ai pas précisé, mais les autres candidats qui s'annoncent à la primaire ne sont pas du tout sur la même ligne que Jean-Frédéric, au niveau des sujets de société, au niveau de l'Europe, au niveau de l'économie, etc. Donc si vous vous retrouvez dans les idées globalement du Parti chrétien-démocrate, en termes de choix, ça ne devrait pas être très compliqué de vous décider. Donc le 20 novembre, c'est le nerf de la guerre. En termes de financement, on a besoin de moyens pour faire campagne. Donc on a un budget qui est estimé à 800 000 € à 1 million pour toute la campagne, qui inclut les campagnes des législatives. Comme je vous le disais en amont, c'est l'élément sur lequel on veut... on veut peser en fait également sur cette échéance-là. Le Parti chrétien-démocrate est le seul parti présent à l'Assemblée nationale qui ne reçoit aucune subvention publique sur ce mandat. Donc on compte sur des donateurs. Une personne physique peut donner jusqu'à 7 500 €. C'est défiscalisable des impôts à hauteur de 66%, comme les dons aux associations.
Et vous pouvez également adhérer, je le disais sur le ton de la blague tout à l'heure, à titre personnel, j'ai mis beaucoup de temps à adhérer à un parti politique. Je me rends compte, après l'avoir fait, que ça ne fait pas beaucoup mal. Personne, avant que je prenne des responsabilités au sein du PCD, ne le savait. C'est quelque chose qui n'est pas forcément rendu public si vous ne le souhaitez pas. Cela dit, si vous avez des convictions qui se retrouvent dans celles du PCD, et si vous voulez qu'on pèse, ben, c'est intéressant de nous rejoindre. Typiquement, quand Jean-Frédéric Poisson intervient et qu'il représente 20 adhérents ou qu'il en représente 10 000 ou 200 000, forcément, ça n'a pas la même force de frappe au niveau médiatique. Voilà. Et puis accessoirement, une adhésion, ça se paye, même si c'est déductible des impôts, et ça nous permet de financer la campagne. Donc ça, c'est le premier point en termes de financement. J'ai rappelé qu'il faut voter le 11 novembre. Pour ceux qui arrivent, c'est l'occasion de noter la date dans les agendas. Le 20 novembre, pardon, j'ai dit 10 11, ouais, on n'écoute pas, c'est l'anniversaire de mon père, ça doit être pour ça. Donc 20 novembre, en termes de besoins humains, comme je vous le disais, on essaie de faire connaître la candidature de Jean-Frédéric au maximum de personnes. On arrose généreusement notre réseau, au niveau du PCD, les réseaux qu'on a à titre personnel. On a besoin pour cette échéance-là de toucher les réseaux de nos réseaux. Donc ce qu'on souhaite organiser, on a déjà commencé, c'est d'organiser des réunions d'appartements. Concrètement, c'est très simple. Vous avez forcément des gens que vous connaissez dans votre entourage, de la famille, des voisins, amis, connaissances professionnelles, paroisses, associations, etc., qu'on ne connaît pas. Ce qu'on vous demande pour ceux qui l'acceptent, c'est d'organiser une petite réunion chez vous. Vous invitez toutes les personnes que vous pouvez, que vous souhaitez. J'arrive, moi, ou quelqu'un du bureau du PCD, et puis on déroule la présentation qui est ici en l'étoffant beaucoup plus, pour expliquer en fait aux personnes concrètement quel est l'enjeu de cette primaire. On se rend compte que c'est l'occasion, quand on a des réunions en petit comité, d'échanger, de répondre aux questions, et ça permet aux personnes en général de mieux saisir les enjeux de la primaire et l'importance du coup qu'on donne à ce scrutin. Donc si parmi vous certains sont prêts à m'accueillir, ben, n'hésitez pas. Il me reste à peu près 180 ou 200 soirées d'ici la primaire à occuper. Au moins quelques-unes pour ma femme quand même, je vais lui en laisser quelques-unes, mais voilà, je me rends vraiment disponible, donc n'hésitez pas. L'idée encore une fois, c'est que voilà, sans vous, on ne va pas toucher certains réseaux, donc on compte sur vous. Et si ça vous gêne de faire ça chez vous, on peut faire ça dans le bar du coin. Voilà, je vais même bien payer la bière à tout le monde, il n'y a aucun problème. Quelques actions de terrain, on aura besoin de bras pour tout ce qui est tractage et collage. Je pense que ce sera plutôt en fin de campagne, je passe rapidement. Et tenue des bureaux de vote, comme je vous le disais, il y aura à peu près 10 000 bureaux de vote. Ce sera intéressant que les candidats aient des assesseurs dans les bureaux de vote, ça crédibilise. On va essayer dans le run de trouver 250 personnes qui, le jour de la primaire, le 20 novembre, puissent être dans les bureaux de vote au nom de Jean-Frédéric. Relais d'opinion, on fait une campagne qui financièrement, les montants peuvent paraître importants, 800 000 à 1 million d'euros, c'est des montants qui sont ridicules par rapport à ce que d'autres candidats ont déjà récolté à l'heure actuelle. Donc Jean-Frédéric ne souhaite pas faire exploser son budget pour deux raisons. La première, c'est que concrètement on n'a pas d'argent, donc au moins on garde les pieds sur terre et voilà. Et deuxièmement, c'est que dans la situation de crise actuelle, c'est quand même indécent de dépenser des millions et des millions pour une campagne. Donc on va utiliser au maximum les réseaux sociaux, Internet, etc. Si vous pouvez nous faire remonter des adresses mail de personnes à contacter, encore une fois, quand on organise une réunion d'appartement, vous nous permettez de toucher vos réseaux, si en nous transmettant des adresses mail, on touche également certaines personnes. Quand on envoie des mailings de la part du PCD, il y a toujours la possibilité de se désinscrire, donc les personnes que ça gênerait pourront le faire si elles le souhaitent. Voilà, puis également réseaux sociaux, Twitter, Facebook, si vous pouvez relayer un maximum les informations de la campagne. Voilà, et alors pour terminer, la prochaine conférence sera ici le 25 mai, donc ça s'approche rapidement. Ce sera en l'occurrence Jean-Frédéric Poisson qui viendra en personne. C'est une date que nous avons bloquée pour qu'il vienne présenter son projet. Donc voilà, n'hésitez pas à noter dès maintenant la date. C'est confirmé à 99% que ça se fera ici à l'Escale Lyonnaise à 19h30. Et encore une fois, on compte sur vous le 20 novembre. Voilà. Je vais laisser la parole à Patrick Louis, j'étais peut-être un peu plus long que prévu, je suis désolé. Non, mais Patrick, à toi. Monsieur Olivier.
Voilà. Si je parle trop fort, vous me le dites. Hein. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Déjà en préliminaire, je veux bien dire que par mes propos, je n'engage que ma propre personne. Hein. Je n'engage pas le PCD, je n'engage pas Olivier. Donc, mes bêtises n'appartiennent qu'à moi. Hein. Je vais vous en faire part. Et à ce titre, je voulais déjà féliciter Olivier et Michel pour tout ce qu'ils font. Organiser une soirée comme ça, c'est un travail extraordinaire. Vous avez fait une organisation remarquable. Les films passés avant, il faut les voir à tout prix, c'est très bien. Félicitations. Et vous avez raison de défendre Frédéric, qui est un homme remarquable, qui effectivement a des idées et des convictions très solides. En plus de ça, c'est un ami. Mais les primaires en soi. On a besoin d'un homme qui décide, et on passe par une procédure qui fait gagner les hommes consensuels. Il y a peut-être un paradoxe que la droite a pris. Mais maintenant, une fois que la chose est là, bien sûr, il faut l'épouser. Et quand tu parles effectivement du projet de Lisbonne, tu as tout à fait raison, mais c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est que le peuple vote, mais les responsables de l'ordre mondial avaient décidé autre chose. Et le vrai problème, c'est de savoir, est-ce qu'on est pour un système où il y a encore une démocratie, Demos Kratos, un peuple qui a la possibilité de voter des lois et que ces lois font autorité sur le territoire où se trouve ce démos, ce peuple, ou est-ce qu'on fait partie d'un ensemble où les lois sont votées à l'ONU, qui descendent à l'Europe et qui s'imposent à nous, et en fin de compte, la démocratie est une grande farce. C'est ça le vrai problème. C'est la capacité, un peuple, d'avoir le droit de se donner des lois auxquelles il veut obéir. Ou est-ce qu'on doit obéir tous à une pseudo-loi mondiale qui est fabriquée dans je ne sais quelle loge de concierge, je ne sais. Donc, je vais vous parler de la souveraineté des nations et du nouvel ordre mondial. Donc, au début, on m'a dit un peu de temps, et c'est juste, parce que l'important c'est de répondre à vos questions, parce que parler du nouvel ordre mondial et de la souveraineté, c'est faire la science politique